footing sur terrain plat. Donc il ne faut pas qu'il fasse des virages, donc courir droit devant, footing pour l'entretien musculaire. À G10, donc l'entraînement sans opposition. C'est-à-dire, il ne faut pas, pour un joueur de foot, il ne faut pas qu'il fasse le match pour ne pas être taclé. Donc à J15, il peut reprendre la compétition, mais avec un strapping. Et le strapping, donc, c'est pour protéger un tout petit peu la cicatrisation du LA. Quand il s'agit d'une entorse de moyenne gravité, à ce moment-là, l'immobilisation s'impose. Actuellement, ce qui est à la mode, c'est les orthèses articulaires. C'est des orthèses avec une partie pleurale, une partie tibiale, avec une articulation au niveau du genou. Alors, ils permettent les mouvements de flexion-extension du genou, mais elles empêchent les mouvements de latéralité, notamment le mouvement de valgus pour le ligament latéral interne. Donc, bien entendu, ici, il faut presser les anti-inflammatoires non stéroïdiens, notamment les anticox 2, parce que c'est à la mode, et il ne faut pas régler un problème de douleur et entraîner un problème d'estomac. Donc, autant privilégier plutôt les anti-inflammatoires qui ont des effets indésirables. Donc, le glaçage, bien entendu, avec un rythme de 4 à 5 fois par jour pendant une durée de 20 minutes pour éviter les brûlures ou les gélures cutanées. Et la rééducation doit être faite dans cet ordre-là. Le travail statique puis dynamique du quadriceps, le travail proprioceptif pour récupérer les sensations au niveau de son genou, et la reprise de sport, elle va être autorisée en fonction bien entendu de l'évolution clinique entre la 4e et la 8e semaine. La suivante. Alors, le traitement chirurgical du ligament latéral interne, des lésions du ligament latéral interne, il ne se discute qu'en cas de lésion du pivot central, c'est-à-dire en cas d'association avec une atteinte d'un ou des deux croisés. Et bien entendu, dans ces situations-là, le ligament latéral interne, il est rompu complètement, donc c'est une lésion de stade 3. Et à ce moment-là, on a le choix soit entre les sutures en E. Quand il s'agit de lésions jonctionnelles déplacées, c'est les osteosynthèses quand il y a des fractures ou l'agrafage, ou des réinsertions transosseuses avec les ancres qui existent dans le province. Donc en conclusion, pour conclure sur le traitement du ligament latéral interne, donc en dehors des lésions jonctionnelles avec avulsion osseuse, il n'y a pas d'indication opératoire dans les lésions isolées du ligament latéral interne. Donc c'est un traitement orthopédique et fonctionnel. La suivante. Alors, la rupture du ligament latéral interne, du ligament latéral externe, c'est quelque chose de très sérieux. Parce que c'est une atteinte ligamentaire majeure, c'est un traumatisme qui est souvent violent. Et très souvent, ce n'est pas une lésion isolée du ligament latéral externe. Elle est très souvent associée à une atteinte des croisés. Donc les lésions du ligament latéral externe cicatrisent très mal. Donc très souvent, ils sont traités chirurgicalement. Donc le mécanisme, donc je l'ai bien rappelé tout à l'heure, c'est le mécanisme de varus-flexion rotation interne. Et dans ce mécanisme, on peut avoir la lésion des formations périphériques avec le pivot central, donc le LCA, le LE, le ménisque externe, et même des fois, quand le traumatisme est très important, une atteinte du SPE qui est allongé, le SPE il est sanglé au niveau de la partie externe, donc on peut avoir même des atteintes du SPE. Donc bien entendu, dans ces situations-là, on va avoir à la fois une laxité frontale et sagittale, et c'est l'IRM qui permet de faire le diagnostic. Ça, c'est une IRM normale. Donc regardez ici ce patient, ça c'est la jambe, la cuisse, donc la face externe avec une ecchymose très importante. Donc quand c'est un mécanisme qui est en varus forcé, on peut avoir une atteinte du ligament latéral externe isolée. Et à ce moment-là, on va avoir un examen clinique qui est fait. Mais cette situation, elle est vraiment exceptionnelle. La suivante. Alors voilà une IRM qui montre, bon, je vous montre la plus grave parce que ici, bon, ça c'est la tête du péroné, le condyle, le tibia, et on voit ici qu'il y a une rupture totale du ligament latéral externe, mais quelque chose qui se passe au niveau des chancrures avec un œdème au niveau du plateau tibial interne. Donc c'est un traumatisme qui est sérieux, je pense qu'il doit y avoir l'association des deux. La même chose ici, un hématome sous le ligament latéral externe avec une échancrure qui n'est pas normale, donc il faudrait confirmer l'atteinte des croisés sur des coups sagittales.
Donc, l'histoire naturelle d'une rupture du LLE, très souvent, il n'y a pas de cicatrisation. Donc, la laxité va être majorée, va s'installer sur une laxité en varus et elle va être majorée par un morphotype en varus. Et je rappelle que nous, les Marocains, bon, il y a un certain nombre d'entre nous qui ont un morphotype des deux membres inférieurs en varus. Donc, il faut essayer de corriger cela en faisant une bonne réparation du ligament latéral externe. Donc le traitement il est très souvent chirurgical, donc c'est soit la suture, soit le renfort par le tendon du biceps qui va être divisé en deux et utilisé pour remplacer une sorte de plastie ligamentaire, soit une osseo-synthèse, soit une fixation par ancrage. Et tout cela, bien entendu, doit être entouré d'un repos avec on soustrait le patient à l'appui pendant au moins 6 heures. La suivante. Alors, je voudrais terminer en parlant des complications, parce que très souvent, ça se passe très bien. Donc, quand on fait une entorse du ligament latéral interne, ça se passe très bien, donc il n'y a pas de problème. Mais il faut savoir qu'il y a 2 complications majeures qui peuvent enrayer cette évolution. Donc, notamment le syndrome de Palmer et la maladie de Pellegrini-Stieda qui a été décrite en 1905 par Pellegrini et Stieda en 1908. Donc, c'est ce que vous voyez ici. Donc, ça, malheureusement, la radio ne sort pas très bien. Le fémur, le tibia, le péroné. Regardez cette calcification qui prend naissance au niveau de l'épicondyle, qui se termine au niveau de la race interne du tibia, qui essaie de reprendre la forme du ligament latéral interne. La suivante. Alors, c'est quoi cette maladie de Pellegrini-Stieda? C'est une complication des entorses au niveau de leur point de faiblesse que nous avons vu, c'est-à-dire l'insertion fémorale. Donc, ça se passe en 2 temps. C'est des patients qui vont être bien pendant 3 semaines, c'est-à-dire ils vont faire leur entorse tranquille, mais à partir de la 3e semaine, ils vont commencer à présenter un tableau qui associe douleur, un plestum et un empattement au niveau de l'épicondyle médial. Donc à la radiographie, quand on fera des radiographies, on verra qu'il y a la constitution d'une calcification au niveau de l'épicondyle. Donc, plusieurs étiologies éthiopathogéniques ont été avancées, notamment l'arrachement osseux qui entraînerait la formation d'un câble osseux, un décollement périosté, un hématome qui va se calcifier. Donc, toutefois, le traitement des fois peut être très difficile. Je vais vous montrer une radiographie qui est très catastrophique. Donc, le traitement, il va associer l'infiltration de corticoïdes, mais c'est des infiltrations locales, c'est pas en intra-articulaire. Infiltration locale, la physiothérapie et la chirurgie peut des fois être nécessaire s'il y a un échec, et c'est la résection de la calcification, la réinsertion du LLI. Donc regardez ça, une calcification dans le cas de maladie de Pellegrini-Stieda. Donc ça c'est moins dramatique que ça, parce que ce patient, vous imaginez, c'est comme un ostium qui va bloquer l'articulation, et donc le patient va être très handicapé. Donc il faut guetter vraiment cette complication au cours de la surveillance de ces patients. La suivante. Donc le syndrome de Palmer, je vais finir là, c'est une espèce de cicatrice rétractile du ligament latéral interne. Donc ça va s'installer 6 à 8 semaines après une entorse du ligament interne par l'installation d'une douleur et d'un fléchon du genou et la radiographie qui reste normale. C'est en quelque sorte un syndrome albo-dystrophique ou un syndrome douloureux régional, comme ça s'appelle maintenant, dans sa forme mineure. Donc le traitement de ce syndrome de Palmer va être le repos, l'infiltration du LLI, la physiothérapie, la rééducation, la mobilisation sous la cause, des fois. Alors, donc voilà, j'ai fini, mais je vais passer la parole à M. Laracé. Alors, pour retenir le diagnostic d'une entorse bénigne, il faut savoir éliminer une entorse grave. Alors, le deuxième message, c'est qu'un patient qui se présente avec une entorse du ligament latéral interne, il faut continuer à le surveiller au-delà de la 6e semaine, parce qu'il peut y avoir des complications telles que la maladie de Pellegrini-Stieda, qui malheureusement, quand elle s'installe, devient très difficile à gérer. Et je vous remercie.